Depuis son bunker insonorisé, Alessandro Moretti observait son royaume silencieux. Les murs de son bureau étaient dominés par une constellation d'écrans haute définition, chacun transmettant une image cristalline d'une pièce de sa majestueuse villa sur le lac Majeur. C'était son centre de contrôle, sa forteresse. Officiellement, ce système de caméras de pointe était pour la sécurité. En réalité, c'était un symptôme de sa maladie, la peur. À 45 ans, veuf et milliardaire, Alessandro était un homme qui avait perdu le contrôle sur la chose la plus importante de sa vie, la communication avec ses enfants, et il tentait maintenant désespérément de le reprendre par la technologie. Il utilisait ses caméras comme un périscope, une façon d'être présent dans la vie de ses jumeaux de 6 ans, Léo et Matteo, sans avoir à affronter la douleur de leur silence impénétrable. Né dans une famille historique de producteurs de tissus de luxe, Alessandro était un maître du toucher. Il pouvait distinguer la qualité d'une soie dans le noir. Il pouvait sentir le poids d'un cachemire du bout des doigts. Mais il avait peur de toucher ses propres enfants. Né sourd, il vivait dans un monde qu'il ne pouvait pénétrer. Et cette impuissance l'avait transformé en un homme paranoïaque et distant. Les jumeaux, intelligents et pleins d'une énergie inexprimée, s'étaient repliés dans une coquille d'apathie, 2 petites îles, dans un océan d'isolement émotionnel. Et maintenant, sur ces îles, une nouvelle naufragée inconsciente était sur le point de débarquer, Sofia Bianchi. Sur l'écran principal, Alessandro observait la nouvelle gouvernante. 29 ans, un visage chaleureux et des yeux expressifs. Elle se déplaçait dans les pièces immaculées avec une légèreté qui contrastait avec la lourdeur de l'atmosphère. Elle venait d'un petit village des Pouilles, où elle avait abandonné son rêve de devenir danseuse pour soutenir sa famille. Elle ne savait pas qu'elle était à l'épreuve, chacun de ses gestes analysés par un homme sceptique et méfiant. Alessandro l'avait engagée avec peu d'espoir. Il l'avait vue, à travers les caméras, tenter d'interagir avec les jumeaux, qu'il avait ignorés avec la même indifférence qu'il réservait à tout le monde. Il soupira, convaincu qu'elle aussi était un échec, une autre voix muette dans une maison de silence. Il s'apprêtait à éteindre les moniteurs, à retourner à ses graphiques boursiers, quand il la vit faire quelque chose d'étrange, de complètement inattendu. Sur l'écran qui montrait la grande cuisine au plancher de bois ancien, Sofia posa par terre une grande enceinte Bluetooth. Il la vit manipuler son téléphone, puis, bien qu'il ne pût rien entendre, il vit la poussière déposée entre les lattes du plancher vibrer légèrement. Elle jouait de la musique, à un volume très élevé. Puis, à son incrédulité croissante, il la vit s'allonger sur le ventre sur le sol. Et, chose encore plus alarmante, il la vit faire signe aux jumeaux de faire de même. Le cœur d'Alessandro se mit à battre la chamade. Que diable faisait cette femme? Les enfants, intrigués par ce comportement si étrange, s'approchèrent d'elle et, avec hésitation, s'allongèrent à côté d'elle. Alessandro se pencha vers l'écran, l'anxiété lui nouant l'estomac. Et puis, il les vit, ses 2 fils et la gouvernante, immobiles, allongés sur le sol de la cuisine. Pendant une seconde terrifiante, son esprit paranoïaque, habitué à imaginer le pire, court-circuita. Un accident, une intoxication alimentaire, une fuite de gaz. Ils étaient malades, ils mouraient, et il était là, à les regarder impuissants sur un écran. Une vague de panique glaciale le submergea. Il se leva d'un bond, prêt à sortir en courant de son bunker, à défoncer la porte de la cuisine, à sauver ses fils de cette scène incompréhensible et terrifiante. Mais quelque chose l'arrêta. Un détail. La main déjà sur la poignée, ses yeux retournèrent à l'écran. Et il réalisa qu'il n'était pas complètement immobile. Il y avait un mouvement subtil, presque imperceptible. Au lieu de courir, il retourna à son bureau et, les doigts tremblants, activa le zoom de la caméra principale, agrandissant l'image jusqu'à remplir tout l'écran. Et alors il vit, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Ils ne souffraient pas. Ils écoutaient. Leurs mains et leurs joues étaient pressées fermement contre le bois du plancher. Leurs yeux étaient fermés, non par la douleur, mais par une concentration si profonde qu'elle en était presque extatique. Et sur leurs petits visages, il y avait l'ombre d'un sourire. À cet instant, comme un éclair dans un ciel serein, Alessandro comprit. La révélation fut si puissante qu'il se rassit brusquement. Sofia n'essayait pas de leur faire entendre avec leurs oreilles. Elle utilisait leur corps comme des antennes.
Elle leur apprenait à sentir le rythme, les vibrations profondes de la basse et de la batterie à travers le bois, à travers les os. Elle ouvrait une porte sur un univers sensoriel que lui, dans sa prison de silence et de technologie, n'avait même jamais conçu. Et juste à ce moment, comme s'ils avaient senti son regard à travers la caméra, comme s'ils étaient tous connectés par un fil invisible, les trois ouvrirent des yeux sur l'écran, et ils se regardèrent et rirent. Un rire silencieux, qui secouait leurs petites épaules. Et puis ils se tournèrent, presque à l'unisson, et regardèrent droit vers la caméra cachée au-dessus du réfrigérateur, et ils sourirent. Pas un sourire vague, pas un sourire timide, mais un sourire immense, radieux, une explosion de joie pure et incontenable. C'était une connexion que lui, avec tout son argent, avec tous ses médecins, avec toute sa technologie, n'avait jamais réussi à créer. Sa terreur se transforma en un étonnement si profond qu'il en eut les larmes aux yeux. Ils n'étaient pas en danger. Ils avaient été trouvés. Et lui, le gardien, était le seul à être resté prisonnier. Si ce miracle silencieux vous a ému et que vous voulez découvrir comment cette révélation va changer la vie d'Alessandro et de sa famille, laissez un like à cette vidéo. Nous rêvons d'atteindre les 1000 abonnés et chaque soutien de votre part est un pas fondamental vers cet objectif. Abonnez-vous à la chaîne et faites-nous savoir de quelle ville vous nous regardez. Votre participation est notre plus grande joie. Que Dieu vous bénisse. Alessandro resta scotché à sa chaise, les yeux fixés sur l'image provenant de la cuisine, incapable de détacher son regard. L'étonnement initial laissa lentement place à un tourbillon d'émotions complexes et contradictoires. Une partie de lui était inondée d'une immense gratitude, d'une joie presque douloureuse de voir ses enfants si vivants, si connectés. Mais une autre partie, la plus ancienne et la plus enracinée, celle de l'homme d'affaires habitué au contrôle et à la logique, était profondément troublée. Il se sentit envahi d'une vague de honte et d'inadéquation. Pendant des années, il avait abordé la surdité de ses fils comme un problème d'ingénierie, un défaut à corriger. Il avait investi une fortune en audiologistes, en orthophonistes, en implants cochléaires expérimentaux, tout cela dans le but de les forcer à entrer dans son monde, le monde des sons. Et maintenant, une jeune femme d'un petit village, armée seulement d'une enceinte Bluetooth et d'une intuition géniale, avait réussi là où la science et l'argent avaient échoué. Elle les avait rejoints dans leur monde, prouvant qu'il existait une autre voie, une autre langue. Cette révélation n'était pas seulement une découverte, c'était un acte d'accusation contre toute son approche en tant que père. Dans les jours qui suivirent, Alessandro devint un observateur obsessionnel. Il ne dit rien à Sofia, n'intervint pas. Il se contenta de regarder, passant des heures dans son bunker à étudier les interactions entre elle et les jumeaux, comme s'il s'agissait d'un texte sacré à déchiffrer. Et il vit bien plus que de simples leçons de musique. Il vit Sofia transformer chaque routine quotidienne en une opportunité de communication sensorielle. Il vit que, tout en pétrissant le pain, elle donnait aux enfants de petits morceaux de pâte, leur apprenant à sentir la texture, à percevoir le rythme de ses mains. Il vit que, en se promenant dans le jardin, elle les encourageait à enlever leurs chaussures pour sentir la différence entre l'herbe humide, la terre sèche et les pierres lisses du sentier. Elle construisait tout un vocabulaire tactile, un monde de sensations qui réveillait ses fils de leur apathie. Léo et Matteo, qui se déplaçaient auparavant dans la villa comme de petits fantômes, la suivaient maintenant partout, leurs yeux curieux, leurs mains toujours prêtes à toucher, à explorer, à sentir le monde d'une nouvelle manière. Mais cette nouvelle vie vibrante qui s'épanouissait sous ses yeux numériques créait en Alessandro un conflit de plus en plus profond. Sa joie était polluée par son orgueil blessé. Au lieu d'embrasser humblement cette nouvelle voie, son premier instinct fut de la rationaliser, de se l'approprier, de la traduire dans son langage, celui de la science et du contrôle. Il se convainquit que la méthode brute de Sofia, aussi efficace soit-elle, devait être analysée, perfectionnée, validée par une autorité scientifique. Il ne pouvait accepter que la solution soit si simple, si humaine. Son besoin de se sentir à nouveau le maître de la situation, le solutionneur de problèmes, le conduisit à commettre une erreur catastrophique. Il décida de contacter le plus grand expert en audiologie infantile d'Europe, le docteur Alistair Steiner de Zurich, la même sommité qui, des années auparavant,
avait froidement déclaré que les chances de faire percevoir le son aux jumeaux étaient proches de zéro. Alessandro le convoqua à la villa, non pas pour demander un avis, mais pour obtenir une confirmation. Il lui montra des heures d'enregistrement des séances de Sofia, lui expliquant sa théorie sur les vibrations tactiles, presque comme si c'était sa propre découverte. Il espérait que Steiner, impressionné, louerait son intuition et l'aiderait à transformer ce jeu en une thérapie brevetable. Le docteur Steiner arriva à la villa, un homme grand et décharné aux yeux froids comme la glace derrière des lunettes sans monture. Il observa les vidéos avec une expression de scepticisme clinique, sans jamais trahir une émotion. Puis il se retira avec Alessandro dans son bureau. Son verdict fut rapide, impitoyable, et prononcé avec la précision d'un chirurgien qui ampute un membre. « Monsieur Moretti, commença-t-il, la voix atone, ce que vous m'avez montré est, d'un point de vue scientifique, extrêmement dangereux. » Alessandro se sentit glacé. Ces vibrations à basse fréquence, administrées de manière si incontrôlée, sont très nocives. Elles pourraient interférer avec le développement neurologique et, pire encore, endommager irrémédiablement tout résidu auditif minime que vos fils possèdent encore. Ce n'est pas une méthode, c'est un jeu irresponsable. Chaque mot de Steiner était un coup de poignard dans le cœur fragile de l'espoir d'Alessandro. De plus, continua le médecin, cette approche crée chez eux une dépendance à des stimuli tactiles grossiers. Elle les éloigne de la possibilité d'apprendre à décoder des stimuli plus complexes, comme la lecture labiale ou les signaux des implants de dernière génération. Elle les illusionne avec un plaisir primitif et immédiat, mais elle sabote leur avenir dans le monde réel. Ces paroles étaient un concentré de logique scientifique, de termes complexes, un mur de rationalité contre lequel l'intuition de Sofia semblait un fragile papillon. L'injustice était subtile, mais dévastatrice. La science, qui aurait dû être un outil de découverte, était utilisée comme une arme pour détruire quelque chose qu'elle ne pouvait ni comprendre ni mesurer. Alessandro, terrifié à l'idée d'être un père négligent, mordit à l'hameçon. L'avis de l'expert, si autoritaire, si définitif, fit appel à toutes ses peurs les plus profondes. Il se sentit comme un idiot d'avoir cru qu'une simple fille de la campagne pouvait en savoir plus qu'une sommité de la science. Sa gratitude pour Sofia se transforma en ressentiment, son admiration en suspicion. Et ainsi, il prit la pire décision de sa vie. Ce soir-là, il convoqua Sofia dans son bureau. Pour la première fois, ils se rencontrèrent en personne dans cette pièce. Elle entra ignorant tout, avec son sourire doux habituel. Lui, en revanche, était froid, distant, redevenu le patron inaccessible. « Sofia », dit-il, sans même la regarder, ses yeux fixés sur l'un des écrans éteints. « J'ai consulté un spécialiste au sujet de vos activités avec mes fils. On m'a expliqué que vos méthodes, bien qu'intentionnées, sont potentiellement nuisibles. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, il vous est strictement interdit de répéter toutes sortes de leçons avec de la musique ou des vibrations. C'est clair ?» Sofia resta bouche bée, comme si elle avait reçu une gifle. La confusion, puis une profonde douleur, se peignirent sur son visage. « Mais, monsieur, ils étaient si heureux, parvint-elle à balbutier. Leur bonheur n'est pas aussi pertinent que leur sécurité à long terme, répliqua-t-il avec une froideur qu'il ne se connaissait pas. Vous avez été engagée comme gouvernante. Tenez-vous-en à ces tâches. Des professionnels s'occuperont de la thérapie de mes fils. Ce fut un acte d'une cruauté inouïe, une injustice profonde, masquée par une sollicitude paternelle. Il ne la renvoyait pas, mais il lui arrachait l'âme, lui interdisant d'utiliser son don, la seule chose qui avait réussi à créer un pont vers ses deux enfants solitaires. Dans les jours qui suivirent, la villa replongea dans un silence encore plus sombre qu'auparavant. La lumière, qui s'était allumée dans les yeux de Léo et Matteo, s'éteignit à nouveau, laissant place à une apathie encore plus profonde, maintenant teintée d'une tristesse et d'une confusion qui n'existaient pas auparavant. Ils refusèrent d'interagir avec les nouveaux thérapeutes, très stricts, que le docteur Steiner avait envoyés. Ils s'enfermèrent dans un mutisme total, une coquille impénétrable de déception. Sofia, contrainte d'être une spectatrice impuissante de cette régression, sentit son cœur se briser. On l'avait accusée d'être un danger, et maintenant elle voyait le vrai danger se déployer sous ses yeux, la mort de la joie. La situation avait atteint son point le plus bas. Le dé méchant, l'orgueil, la peur,
La science froide et arrogante avait gagné. Et les enfants étaient de nouveau prisonniers dans leur forteresse de silence. Cette nuit-là, Alessandro ne parvint pas à dormir. Le silence qui était revenu régner dans la villa n'était plus un refuge, mais une torture. Chaque coin sombre, chaque craquement du bois ancien semblait l'accuser, amplifiant le bourdonnement assourdissant de sa conscience. L'image de ses fils, qu'il avait espionnés par les caméras avant de se coucher, s'était gravée dans son esprit. Ce n'étaient plus les enfants curieux et vibrants qu'il avait découverts quelques jours plus tôt. Ils étaient redevenus deux petites statues de sel, assises immobiles dans leur salle de jeu, les yeux fixés dans le vide, entourés de jouets coûteux et silencieux. La lumière que Sofia avait allumée en eux avait été éteinte, et c'est lui qui l'avait éteinte. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il se sentit complètement, irrémédiablement seul, un roi déchu dans son royaume de tristesse. Sa foi aveugle en la science du docteur Steiner s'effritait, laissant émerger une vérité inconfortable et terrible. Il avait troqué la joie de ses enfants contre sa propre tranquillité intellectuelle. Poussé par une inquiétude qui ne lui laissait aucun repos, il se leva de son lit. Il erra dans les couloirs sombres de sa maison, un fantôme hanté non plus par la douleur du passé, mais par la culpabilité du présent. Il se retrouva, presque sans s'en rendre compte, devant la porte de la cuisine. Il entra. La pièce était plongée dans la pénombre, éclairée seulement par la lumière froide et spectrale de la lune qui filtrait par la grande fenêtre, dessinant de longues ombres sur le plancher de bois. Ses yeux tombèrent immédiatement sur l'enceinte noire que Sofia avait rangée dans un coin, une épave silencieuse d'une époque de bonheur trop courte. D'un geste quasi révérencieux, mu par un désespoir qui dépassait son propre orgueil, il s'approcha et la prit. Elle était lourde, solide, réelle. Il la posa au centre du sol, à l'endroit même où il l'avait vue la poser sur l'écran. Puis il fit une chose que, la veille encore, il aurait considérée comme folle, indigne de lui. Il retira ses coûteuses pantoufles en velours et ses chaussettes en soie. Et avec une hésitation qui trahissait toute sa vulnérabilité, il s'allongea sur le sol en bois froid, exactement comme il les avait vus le faire. Il posa sa joue sur les planches rugueuses et ferma les yeux, se sentant complètement ridicule. Un milliardaire en pyjama de soie cherchant des réponses sur le sol de sa cuisine au milieu de la nuit. Au début, il ne sentit rien, seulement le froid du bois contre sa peau et les battements accélérés de son cœur. Il se sentit comme un idiot. Il était sur le point de se relever, de se rendre à nouveau à sa rationalité, de retourner dans son lit et d'oublier cette folie. Mais il connecta son téléphone à l'enceinte. Il choisit une vieille chanson, avec une basse profonde et pulsante, et il le sentit. Au début, ce n'était qu'une très faible vibration, un picotement presque imperceptible dans sa pommette. Mais ensuite, en fermant les yeux plus fort, en se concentrant uniquement sur cette sensation, le picotement devint une pulsation. Un toum, 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 toum. Il ne l'entendait pas avec ses oreilles. Il le sentait dans sa cage thoracique, dans les os de son crâne, dans le bout de ses doigts posés à terre. C'était un langage primordial, le langage du battement de cœur, du rythme de la vie. Et pour la première fois depuis la naissance de ses fils, il commença à comprendre. Non pas à comprendre la musique, mais à les comprendre eux, à comprendre que leur monde n'était pas vide, il était juste différent, plein de sensations que lui, esclave de Louis, n'avait même jamais envisagées. C'était une épiphanie, une révélation si profonde qu'elle l'ébranla jusqu'au plus profond de son âme. À ce moment de vulnérabilité absolue, il entendit un léger bruissement derrière lui. Il ouvrit brusquement les yeux, le cœur battant. Sur le seuil de la cuisine, se découpant sur la pénombre du couloir, se tenait Sofia. Elle était en robe de chambre, les cheveux dénoués sur ses épaules, réveillée non par le son, mais par cette même vibration, faible mais insistante, qui se propageait dans la structure de la maison. Elle le regarda allongé par terre, et dans ses yeux, il n'y avait pas de surprise, pas de jugement. Il n'y avait qu'une compassion profonde, infinie et presque maternelle. Elle ne dit pas un mot. Avec une grâce silencieuse, elle s'approcha, s'allongea à côté de lui sur le sol et ferma les yeux, partageant ce moment sacré de découverte. Dans ce silence partagé, dans cette vibration qui les unissait, Alessandro sentit ses dernières défenses, son arrogance, son orgueil, s'effondrer et se dissoudre dans l'air de la nuit. Il n'était plus le patron et la gouvernante.
Ils n'étaient que deux personnes qui, enfin, parlaient la même langue. Le lendemain, Alessandro n'alla pas dans son bureau bunker. Il n'alluma pas les caméras. Il fit quelque chose de bien plus courageux. Il se rendit dans la chambre de ses fils. Ils le regardèrent avec la même apathie déchirante. Il ne dit rien. Il s'assit par terre, au milieu d'eux, en tailleur. Il prit leurs petites mains inertes dans les siennes, et puis il se mit à taper un rythme sur le sol avec la paume de sa main. Un rythme simple, lent. Toum, 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 toum. Il les regarda et continua de taper, encore et encore, son cœur battant à l'unisson de sa main. Les jumeaux le fixèrent, leurs yeux vides montrant une première et faible lueur de curiosité. Puis, les yeux de Léo s'illuminèrent d'un éclair de reconnaissance. Sa petite main, dans la grande main de son père, eut un petit sursaut, presque une tentative de suivre le rythme. Alessandro sentit une telle pointe au cœur que cela lui fit mal. Il continua, imperturbable. Et après une minute qui parut 1 heure, Matteo, le plus renfermé, le plus distant des deux, retira sa main de celle de son père et, avec une hésitation presque imperceptible, la posa sur le sol et se mit à taper le même rythme. Ce fut un miracle plus grand que celui de la cuisine, car celui-ci n'avait pas été créé par Sofia, il avait été créé par lui. C'était la première véritable conversation qu'il ait jamais eue avec ses fils. Un dialogue fait non pas de mots, mais de rythme, de contact, d'une compréhension qui allait au-delà des sens. À cet instant, le docteur Steiner, ses théories, ses machines coûteuses, son arrogante ignorance, tout s'évanouit, réduit en cendres par la vérité simple et puissante d'une main qui tape sur du bois. Ils se regardèrent, et pour la première fois, Alessandro ne vit pas leur handicap, leur manque. Il ne vit que ces merveilleux et parfaits enfants. Et eux, pour la première fois, ne virent pas leur patron distant, le fantôme qui hantait la maison. Ils virent leur papa. Ce soir-là, Alessandro alla chercher Sofia. Il la trouva dans le jardin, regardant le lac se teinter des couleurs du couchant. « Tu avais raison », lui dit-il, sans préambule, sa voix humble, dépouillée de toute trace d'arrogance. « Moi, avec toute mon intelligence et mes ressources, j'ai essayé de les forcer à entrer dans mon monde. Toi, avec ta sagesse, tu as eu le courage d'entrer dans le leur. » Il s'arrêta cherchant ses mots, se sentant maladroit et inadéquat. « Apprends-moi, » dit-il finalement, et sa voix était une supplication. « Apprends-moi leur langue. Apprends-moi à danser sur le sol de la cuisine, s'il te plaît, Sofia. Apprends-moi à être un père. » Sofia se tourna vers lui, et ses yeux, qui avaient été si tristes ces derniers jours, se remirent à sourire. Un sourire qui semblait contenir toute la lumière du couchant. « Il n'y a rien à apprendre, monsieur, » répondit-elle doucement. « Vous devez juste continuer à écouter, mais pas avec les oreilles, avec le cœur. » La révélation était complète. La science rigide et sans âme avait été vaincue, et de ses cendres, une nouvelle et extraordinaire famille était sur le point de naître. Aimez-vous cette histoire? Votre approbation nous aide beaucoup à continuer. Laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin. Maintenant, nous continuons avec la vidéo. Le lendemain, le premier appel d'Alessandro ne fut pas pour son courtier en bourse, mais pour le docteur Steiner. Ce fut une conversation brève et glaciale qui se termina par l'annulation par Alessandro de tout financement du projet de recherche du médecin et la communication de son licenciement avec effet immédiat. Le deuxième geste fut encore plus significatif. Avec un tournevis, il démonta personnellement chaque caméra installée dans sa maison, jusqu'à ce que son bureau ne soit plus un centre de contrôle, mais juste une pièce pleine d'écrans noirs et silencieux. Il avait cessé d'espionner la vie. Il avait décidé de commencer à la vivre. Sous la direction patiente et joyeuse de Sofia, Alessandro devint un élève assidu. Les leçons de musique sur le sol de la cuisine devinrent un rituel quotidien. Au début, il était maladroit, raide, son esprit habitué à la logique peinant à se laisser aller à l'instinct. Mais ses fils furent ses meilleurs professeurs. Riant de ses maladresses, lui prenant les mains pour lui montrer comment sentir le rythme, ils le forcèrent à abandonner sa carapace de contrôle. Et lentement, l'homme qui avait peur du contact physique apprit à aimer la sensation du sol qui vibrait sous lui, la chaleur des corps de ses enfants à côté du sien, la communication silencieuse qui passait par la peau. La maison, autrefois un mausolée de silence et de surveillance, se mit à vibrer. Non seulement de la musique, mais d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle sève vitale faite de rires silencieux, de jeux improvisés,
d'une connexion qui devenait chaque jour plus forte. Alessandro, poussé par une nouvelle vision, décida que le miracle survenu dans sa cuisine ne pouvait pas rester un secret de famille. Il utilisa sa fortune immense et son influence pour créer une fondation révolutionnaire, la Fondation Sentir, dédiée au développement d'espaces sensoriels et de programmes de musicothérapie tactile pour les enfants sourds, basés sur la méthode intuitive de Sofia. Il ne se contenta pas de signer des chèques. Il voyagea, mais cette fois-ci pas pour les affaires. Avec Sofia, qui devint l'âme et la directrice pédagogique de la Fondation, il visita des écoles, des hôpitaux et des communautés, démontrant personnellement comment un simple plancher de bois pouvait devenir un instrument de communication et de joie. Son histoire personnelle, celle d'un père qui avait appris à écouter ses fils, d'une nouvelle manière devint une source d'inspiration pour des milliers de familles. 2 ans plus tard, la villa sur le lac Majeur est méconnaissable, non pas dans son apparence, mais dans son âme. Une des grandes salles du rez-de-chaussée, autrefois un salon formel et inutilisé, a été transformée en une magnifique salle de musique. Le sol a été réalisé avec un bois de résonance spécial qui amplifie la moindre vibration, et les murs sont équipés de panneaux qui transmettent différentes fréquences. C'est le cœur battant de la maison. Là, nous trouvons Alessandro, Sofia et les jumeaux, qui ont maintenant 8 ans. Ils dansent ensemble, pieds nus, sur un morceau de musique électronique. Ce n'est pas une danse chorégraphiée, mais une explosion de pure joie, un dialogue de corps qui se meuvent à l'unisson. Les jumeaux, désormais fluides et sûrs d'eux, communiquent avec aisance en mêlant la langue des signes qu'ils ont tous appris ensemble et le langage du rythme qu'ils ont inventé. Alors que la musique s'estompe, Alessandro attire Sofia à lui dans un geste devenu naturel, affectueux. Les enfants, fatigués mais heureux, s'effondrent par terre, continuant de sentir les dernières vibrations qui s'éteignent. « Tu sais, » lui dit-il, sa voix un murmure qu'elle peut entendre. « Pendant des années, j'ai produit des tissus réputés pour leurs mains, pour la sensation qu'ils procurent au toucher, mais je n'avais jamais vraiment compris ce que sentir signifiait. » Il l'a « Regarde !» Et dans ses yeux, il n'y a plus aucune trace de l'homme anxieux et paranoïaque d'autrefois. Il n'y a qu'un amour profond et une immense gratitude. Tu m'as appris à sentir, Sofia, pas seulement la musique, mais la vie, mes enfants, mon propre cœur. Sofia lui sourit, un sourire qui contient toute la douceur et la force de leur voyage. Leur relation n'a pas besoin d'étiquette. C'est un partenariat, une amitié, un amour bâti non sur les mots, mais sur une compréhension qui va au-delà des sens. Ils sont une famille, unis non par le sang, mais par la découverte que la musique et l'amour sont des langages universels, qui n'ont pas besoin de sons pour être compris. Et ils ont enseigné au monde une leçon fondamentale, que la vraie sécurité ne vient pas de la surveillance à distance, mais de la participation, du partage, du courage d'éteindre les caméras, de s'allonger par terre et d'apprendre enfin à sentir le rythme du cœur de ceux que l'on aime. Et maintenant, une question pour vous. Croyez-vous que la technologie, comme les caméras d'Alessandro, nous éloigne de la véritable connexion humaine, ou peut-elle être un outil utile si elle est bien utilisée? Et que pensez-vous de la méthode Sofia? Croyez-vous que des approches aussi intuitives devraient avoir plus de place dans la thérapie traditionnelle? Dites-le nous dans les commentaires. Laissez un like si vous croyez que l'amour est une langue que tout le monde peut apprendre à sentir. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui touchent le cœur et l'âme. Et commentez Écoute avec le cœur si vous aussi vous avez été inspiré par cette histoire de renaissance et de connexion.